Alors, j'ai repris ce mot forme depuis le début de la matinée. Finalement, j'ai invité et j'inviterai systématiquement, et même pour un été off, des gens qui travaillent des formes, qui savent s'exprimer dans la forme, mais on le voit, ils savent aussi maîtriser le langage, ils savent faire passer le langage qui informe ces formes justement et qui nous sont données. Et donc, le design évidemment, c'est peut-être une des disciplines maîtresses de ce principe. Une forme, a une fonction, mais cette fonction, elle a une intention, et un travail que tu vas probablement, nous éclairer sur cet aspect. Ouais, merci. Merci, très heureux d'être là et de conclure cette journée. Donc, je vais vous parler effectivement d'apprentissage et de mode d'apprentissage. Je ne veux pas vous parler d'école à proprement dit, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui œuvrent déjà sur ces questions-là. Moi, j'ai fait partie, par exemple, de l'association La Fabrique des communs pédagogiques, qui aussi a créé l'école dehors, qui a créé l'école dehors et aussi les journées francophones de l'école dehors qui ont lieu tous les 2 ans à Poitiers. Je vous conseille, hein, vraiment, il y a ça. Au niveau documentation, c'est vraiment très bien. Et donc, il y a pas mal de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Il y a Moïna Fauchier et plein d'autres personnes. Moi, je vais vous parler plutôt du coup des moyens d'apprendre et comment on peut apprendre autrement à travers justement son espace et aussi des interventions dans l'espace public. Alors, première chose, donc moi j'ai un studio qui s'appelle Emilieu Studio, qui est un studio d'architecture intérieure qui est dédié aux enjeux écologiques. Alors, architecture intérieure, on est un peu militant l'architecture intérieure parce que l'architecture intérieure, l'objectif c'est de moins construire demain. Donc, on va de plus en plus se concentrer sur l'intérieur, justement. Et puis, en plus, l'architecture intérieure, c'est un métier très jeune, il faut le savoir. En fait, on affilie souvent ça aux arts décoratifs, à la décoration, et pourtant l'architecture intérieure peut revêtir en fait un ensemble de scopes assez large dont je vais pouvoir vous évoquer les choses. Puis quand on parle d'écologie, il faut juste remettre un peu justement le cadre sur ce qu'est l'écologie. L'écologie, hein, c'est une science, c'est pas qu'un parti politique, en fait, qui naît au milieu du 19e siècle, et c'est la science des situations. C'est que j'étudie un milieu et ses interrelations, donc comment en fait un système se crée et les interrelations se lissent, et comment en fait tout ce milieu devient autonome et justement aussi constant. Voilà, sans créer d'externalités négatives ou destructrices. Donc, quand on parle d'écologie, d'architecture intérieure et design, on va penser à la fois la matière, mais aussi les usages, les manières de pratiquer l'habitat. Et d'ailleurs, l'écologie, ça vient du mot oikos, donc aussi habiter, l'étude des manières d'habiter. Donc, en fait, on est au cœur du milieu de l'architecture intérieure. Et donc, quand on commence à se dire, en tant que jeune architecte d'intérieur, comment je peux avoir un impact demain, et qu'on commence à travailler, du coup, à aller chercher ces données auprès de philosophes, d'économistes, de sociologues, on se rend compte que l'architecture scolaire et les environnements d'apprentissage sont les lieux où je peux avoir le plus en fait d'impact. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces environnements en fait il y a maintenant près de 10 ans. Voilà. On a côtoyé beaucoup de philosophes sur ces questions-là, et donc ça nous a amené en fait à construire, fabriquer, réhabiliter des écoles, dont certaines écoles dont je vais vous parler. Donc on a eu la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, qui est une école cultuelle, l'école TOT. On a accompagné la région de Auvergne-Rhône-Alpes sur des lycées, voilà, et pas mal d'autres en fait structures sur les manières d'apprendre et comment je peux apprendre autrement. Et un des enjeux en fait d'apprentissage, c'est aussi de sortir de l'école et de pouvoir apprendre autrement par justement ce qui nous entoure, regagner de l'attention en fait à notre environnement. Et donc nous en fait on est structuré en deux parties. On a Emilio Studio qui conçoit, et de l'autre côté on a une structure qui s'appelle Matière Première, qui est plutôt une structure qui est là pour penser aussi et réfléchir aux usages de demain, mais aussi d'accompagner aussi les nouveaux usages qui pourraient advenir. Donc voilà un peu la structuration, moi, de mes activités et du studio. De là, je suis aussi enseignant, voilà, donc ma pratique, j'essaie de l'incarner aussi, et donc j'enseigne à l'école Camondo, qui est une école d'architecture intérieure et design, à l'ENSI, et aussi à l'école d'architecture de Belleville, où là j'enseigne la scénographie dans l'espace public, dont je parlerai par la suite. À l'école Camondo, j'enseigne quelques cours, et dont un qui s'appelle les nouveaux environnements d'apprentissage. Donc là, par exemple, j'invite mes étudiants et étudiantes à aller en fait interviewer des chercheurs et chercheuses en dehors du milieu en fait de l'architecture intérieure et du design, pour pouvoir acquérir d'autres connaissances et aussi comprendre comment je peux apprendre autrement. Donc ces étudiants en fait vont créer des podcasts, et ces podcasts en fait on va les mettre aussi en public, aussi même on va créer des petites publications, dont une prochaine qui va sortir qui s'appelle De l'art de copier, qui est l'interview d'Antoine Moreau, qui est un des premiers à avoir créé les licences art libre. Donc comment je crée de la connaissance libre, comment je donne ma connaissance et j'en fais un commun. Vous voyez aussi sur Matière Première, on a des podcasts, et on a plusieurs podcasts, dont un Marché pour apprendre.
Là, on a interviewé Baptiste Lanapsès qui a créé les éditions Wild Project et qui explique comment la marche en fait sur des sentiers peut être aussi une autre manière d'apprendre avec un guide qui va vous amener au fur et à mesure justement le récit de la marche et les manières en fait d'apprendre autrement. Donc aujourd'hui, on a une pluralité en fait de moyens d'apprendre, de méthodologies, et donc je vais essayer de vous illustrer certaines méthodes qui peuvent être en fait assez larges en tant que telles, des moyens de créer des environnements d'apprentissage. Je vais en fait expliciter à chaque fois chacun des projets, je ne vais pas rentrer en profondeur, je vais essayer d'amener toujours le lien avec les environnements d'apprentissage pour chacun des projets. Premier projet, l'école Camondo Toulon. Donc en 2019, on a été invité par René-Jacques Meyer, qui était le directeur de l'école Camondo à cette époque, et qui m'appelle, il me dit écoute Paul, il faut que tu conçoives la nouvelle école Camondo à Toulon, il faut que ce soit dédié aux enjeux écologiques. Et donc là justement, on a un peu carte blanche, mais autant sur même la dynamique pédagogique. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire apprendre aujourd'hui l'architecture intérieure et le design. Et donc, quand on veut commencer à penser, à se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de fabriquer, de concevoir une école pour des étudiants dont l'objectif est justement de s'incarner dans leur milieu et dans leur territoire, la première chose à laquelle on pense et qu'on veut installer dans une école, c'est une carte, tout simplement. Parce qu'il faut pouvoir se situer sur son territoire. Et donc, on a pu justement faire réaliser 2 grandes cartes qui ont été faites par les graphistes Forme Vive, qui étaient à Marseille. Voilà, l'objectif, c'est de travailler avec tous les acteurs locaux et qui comprennent le territoire, avec des géographes. Et l'objectif, c'est que cette carte elle puisse être annotée. C'est que les étudiants puissent, au fur et à mesure en fait, de leur scolarité, puissent annoter les éléments, mettre les matières ou les matériaux avec qui ils ont travaillé, les acteurs locaux, et que ça puisse être un vrai outil pédagogique. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des cartes à plusieurs échelles. Ça, c'est l'échelle donc de Toulon. Puis après, on a une échelle plus large régionale. Puis après, on a l'échelle de la Méditerranée aussi pour comprendre aussi l'ensemble du voisinage en général. Donc, cette carte est un vrai outil. Et déjà, en tant qu'architecte d'intérieur, le décor fait partie de ma pratique. Et en fait, je peux avoir un décor qui est pédagogique, voyez, et qui va inviter déjà les personnes à aller dehors. Ça qui est assez important, c'est que là, l'enjeu, c'est d'amener les personnes, les étudiants de l'école à découvrir leur territoire et à travailler avec leur territoire. Donc pour ça, il faut leur donner les outils. Si je n'ai pas les outils, comme je l'ai dans tous les bahuts ou les lycées ou les collèges, malheureusement, on n'est pas outillé pour aller à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a des limites qui sont souvent juridiques. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir outiller justement la pédagogie de l'école Camondo pour pouvoir sortir de l'école. Donc ça, c'est une première chose. Première chose, et après, seconde chose, on va faire en sorte de rendre mobiles tous les mobiliers pour pouvoir les rendre transportables et pouvoir en fait donner accès à des sites en extérieur pour en créer des situations pédagogiques spécifiques. Ça veut dire que l'objectif, c'est que tout étudiant de l'école peut en fait produire et avoir les outils pour pouvoir produire un projet en extérieur. Et en fait, pour faire ces choses-là, alors ce qu'il faut savoir aussi, parce que là je vous parle d'usage, mais 80% du projet est fait avec du réemploi. Je vous parlerai aussi de la matière qu'on a utilisée. Là, vous voyez déjà, il y a des voiles de bateau qui sont issues de Marseille, mais je vous montrerai d'autres éléments. Mais l'enjeu, c'est déjà vous montrer aussi les enjeux d'usage. Voilà, comme on en parlait préalablement, quand on parle d'écologie, ce n'est pas que la matière, ce n'est pas que la décarbonation, c'est aussi l'usage qui est au cœur de la pratique des enjeux écologiques. Donc, la base pour pouvoir en fait transporter les choses, il faut déjà avoir une base qui est un genre de système interopérable, qui puisse se combiner avec tous les autres mobiliers pour faciliter le transport, le stockage, pour pouvoir libérer l'ensemble de l'espace. Donc, l'école Camondo fait 2000 m². Il faut savoir qu'il n'y a pas de cloison, pas de bureau du directeur, rien de tout ça. En fait, tout peut se réagencer comme on le souhaite, suivant les pédagogies qu'on souhaite. Et en fait, il y a quelques bureaux qui restent mobiles, suivant en fait la direction souhaite ou pas s'installer à tel ou tel endroit. Il y a une seule pièce qui est fermée, qui est une pièce de réunion, voilà, qui est autant pour les étudiants, étudiantes, que pour l'administration et les enseignants. Et donc, vous avez en fait ce chariot, vous voyez, qui permet l'interopérabilité, qui est un vrai outil de transport, mais aussi un outil, vous le verrez, qui va permettre de pouvoir créer des supports pédagogiques par la suite. Ça permet de créer des canapés. On peut en fait du coup créer plein de situations dans la mobilité. Je peux aller à l'extérieur, je peux me poser, je peux transporter des éléments. Et puis là, vous voyez, alors ces canapés sont faits avec des voiles de bateau. Alors les voiles de bateau, le gros problème, c'est que maintenant, en fait, vous avez plein de personnes qui vont les chercher, toutes celles déjà inutilisées. Donc nous, ça a été une vraie complexité de les trouver. Donc vous voyez, toutes les voiles en fait sont très usées. On a joué sur l'usage et donc l'usure de ces toiles pour en faire vraiment un marque d'ornement et de décor. Fabriqué aussi à Marseille, donc à chaque fois c'est fabriqué aussi sur un territoire local. Tout a été fabriqué à Marseille
en majorité. Et puis encore la mobilité, l'atelier, il faut qu'il puisse être mobile. Et puis aussi, il faut qu'on puisse transporter d'autres systèmes de boîtes de rangement. Quand je rentre à l'école Camondo à Toulon, l'étudiant ou l'étudiante construit une boîte qu'ils appellent la boîte étudiante, voilà, qui est aussi une forme pédagogique. C'est-à-dire que ça lui permet d'apprendre à construire. Cette boîte, toutes les charnières sont fabriquées en impression 3D sur site, donc pas de métal ou d'autres formes de matière. En fait, ils peuvent même, c'est open source, donc ils peuvent même modifier en fait ces éléments-là. Et fait, comme vous le voyez, en fait, ces boîtes permettent en fait d'être empilées facilement et sont dans des dimensions interopérables. Mais aussi, ces boîtes, si je les mets sur le chariot et sur un autre panneau, ça me permet de faire un bureau en extérieur, ça me permet aussi de dessiner par-dessus, ça me permet en fait un ensemble d'usages qui permet avec peu de choses en fait de pouvoir créer les conditions pédagogiques d'une école et d'une école de design. Donc ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous voyez, il n'y a qu'une seule, la matière qu'on utilise, cette matière blanche qu'on appelle de contreplaqué marine, qui est en fait une matière qui est issue d'un gisement. Donc quand on parle de gisement de réemploi, c'est qu'en fait c'est des matières qu'on va en fait jeter, voilà. Et en fait c'est comme un gisement de minéraux ou d'autres. En fait on va trouver cette matière-là et en fait on va la réutiliser. Quand on a 2000 m², on ne peut pas avoir des petits gisements de 1, 2 ou 3 m². On est obligé d'avoir des très gros gisements parce que sinon le réemploi va nous coûter trop cher. Et donc là, on a réussi à trouver un très gros gisement de cette matière-là qu'il a fallu réemployer, retraiter, renettoyer, enfin, il a fallu retravailler tous les champs. C'était très complexe. Les menuisiers et menuisières ont passé beaucoup plus de temps que prévu, comme dans tout projet de réemploi de manière générale. Mais l'intérêt de cette matière, en plus, c'est qu'on pouvait dessiner dessus comme pour du Velleda. Donc en clair, l'objectif aussi, c'est le multi-usage des supports. Cette table, je peux la transporter en extérieur, mais aussi elle peut me permettre de créer aussi un tableau. Elle me permet en fait plusieurs supports pédagogiques et aussi plusieurs conditions aussi pédagogiques. Donc après, dans l'école, tout est mobile et on a aussi un grand élan. Vous voyez une grande carte encore qui est mobile, là, vous voyez en haut à gauche, qui est une carte de la région. Vous voyez que le grand bloc qui est en liège noir, en fait, donc le liège le plus naturel avec le moins de colle, en fait, est la seule pièce qui est fermée, voilà. Et toute la structure derrière est en contreplaqué marine, hein. Tout ce que vous voyez est en contreplaqué marine. Juste les rapports de surface sont d'une autre matière, voilà. Et vous voyez là ici où on a une espèce d'entrepôt qui permet d'amener des matières justement issues du milieu urbain pour pouvoir après les expérimenter dans l'école. Donc par exemple, là aujourd'hui, il y a plein de cannes de Provence, voilà, et à chaque fois les étudiants testent, voilà, expérimentent les choses. Donc il faut aussi donner à voir et donner les moyens de pouvoir stocker des éléments du territoire pour l'amener à l'intérieur de l'école. Donc quand je parle de passer à l'extérieur de la classe, aller dehors, il faut donner les outils pour y aller, mais aussi les outils pour amener la matière à l'intérieur, et cette matière pour qu'elle puisse être support pédagogique. Hop. Autre support pédagogique, vous voyez, donc on a des grandes boîtes aussi qui structurent l'espace et structurent des usages. On les appelait les servants Camondo. Et ces grandes boîtes, en fait, sont, vous voyez, normalement de matière blanche. Voilà, c'est avec ce contreplaqué marine qu'on utilise partout. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, là, on a fait le choix de traiter d'une autre manière la surface. Cette surface, en fait, on va faire intervenir un peintre décorateur pour créer, en fait, des fausses matières, voyez, qui sont, en fait, des fausses pierres issues de la région où est située l'école. Et en fait, ces fausses pierres permettent de créer une genre de matériothèque à échelle 1, en fait, pour les étudiants. Et en fait, pour créer ces fausses pierres, il a fallu qu'on travaille avec des géographes et géologues locaux pour identifier les carrières en fait situées autour de l'école et dans la région, et identifier celles qui n'existaient plus, afin de pouvoir après avoir des échantillons et pouvoir les reproduire en facsimilé. L'enjeu aussi, c'est de montrer qu'on n'a plus besoin d'extraire de la matière. Il y a des techniques qui existent depuis des siècles et des siècles qui s'appellent la peinture décorative, qui font des facsimilés en fait de pierres. Vous voyez là, on a Grand Antique, là on a une serpentine de la Mole, un porteur de Saint-Maximin, vous en trouverez beaucoup à Marseille par exemple, ce genre de pierre. Ben ça en fait c'est que du faux. C'est que du faux, et vous avez des techniques qui sont assez extraordinaires qui permettent de faire reproduire ces matières-là. Donc plus besoin de faire du travertin, d'aller l'exporter de Turquie, ou d'extraire de la matière, voilà, dans toutes les régions, et de pouvoir et de pourrir entre guillemets toutes nos sources locales. En fait, on peut faire du faux depuis des années. Et d'ailleurs, au cours du 19e siècle, on faisait beaucoup de peintures décoratives sur les objets pour donner accès à la bourgeoisie naissante à des objets qui étaient trop chers encore. Donc, ça n'a rien de nouveau. Et en fait, je vous invite du coup toujours dans vos réflexions, voilà, à penser comment on peut faire autrement et ne pas extraire de la matière. Surtout quand on fait du réemploi. Donc, voilà, ça c'est déjà une première chose, un premier élément.
une école. Je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'on a aussi dessiné les poubelles avec des systèmes de pesée. Voilà, je ne rentre pas dans tous les détails, je ne vous montre pas les plans. L'objectif, c'était déjà d'illustrer les manières, deux manières d'aborder cet environnement qui est un environnement plutôt universitaire et comment en fait on invite grâce à l'immobilier à aller à l'extérieur et grâce au décor. Parce que là, on est sur un travail de décor aussi. Autre élément, donc sur l'école dehors, là on est au Havre, voilà. Et on est avec le lycée Saint-Joseph. Donc j'ai travaillé avec mes étudiants en design et on les a fait travailler avec le lycée Saint-Joseph, voilà, pour un concours qui s'appelle le concours Jean Prouvé, qui est le concours en fait dédié aux environnements scolaires. Et donc là, l'objectif c'était de s'attacher à un lycée et de travailler un projet par rapport à ce lycée-là et faire une étude du territoire. Et donc là, les étudiants ont étudié, ont été en immersion sur le site, voilà, donc l'objectif toujours comprendre l'usage, et on imaginé en fait un système pour pouvoir justement apprendre à travers le Havre. Donc ça veut dire pouvoir circuler dans le Havre avec des petits tabourets, vous voyez qui sont des baluchons aussi, qui pourraient permettre de transporter aussi du matériel pédagogique, et une petite chariote qu'on pourrait mettre aussi derrière un vélo pour pouvoir en fait se déplacer facilement en fait dans l'espace urbain. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, en fait, dans leur réflexion, vont aller un peu plus loin. On se dit, ben voilà, aujourd'hui, à l'école, en étudiant un peu les usages de ce lycée-là, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait une collecte, en fait, des bouchons en PLA de bouteilles. Et que ces bouchons en PLA, aujourd'hui, on peut les fondre assez facilement et que justement, on peut, avec un moule, en faire des objets. Et donc, ils se sont dit, pédagogiquement, ce serait intéressant, justement, d'insérer justement une logique de design dans la récolte d'objets et pouvoir faire participer les étudiants et les étudiantes de Saint-Joseph à la construction de leur mobilier scolaire pour aller dehors. Et donc, ils ont imaginé toute une chaîne donc possible, qui n'a pas été faite, mais donc de récolte d'éléments avec le partenariat avec des acteurs locaux pour pouvoir faire fondre ce plastique et après le transformer en mobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, on a travaillé avec des lycées professionnels pour pouvoir essayer d'incarner ce projet dans la réalité, voilà, et de pouvoir le faire atterrir. Donc, on n'a pas réussi à faire le moule exact parce qu'il coûte le plus cher. Donc, tout ça, c'est le moule. Ça coûte environ 40 000 €. Donc, autant vous dire que, hop, ça, tout de suite, on atterrit, on se dit, ça va être trop compliqué. Mais en tout cas, on a pu tester, réfléchir et essayer d'aller jusqu'au bout du système. Donc, pour vous dire qu'on peut aussi penser aussi pédagogiquement le mobilier en se disant, en fait, même le process de fabrication du mobilier pourrait être inscrit dans une pédagogie ou dans une manière de pouvoir comprendre autrement son environnement et son environnement urbain. Ok. Vous me suivez toujours, ouais? Ouais? Bon, ok. Alors, là maintenant, je fais des petits sauts. Donc, faut me dire si je vais trop vite. Je fais des petits sauts, donc je suis co-auteur aussi d'un ouvrage qui s'appelle Tiers-lieux, la guerre des usages. Alors, toujours autour de l'usage, hein. Vous voyez, c'est qu'on s'est intéressé aux questions de tiers-lieux, tout ça il y a maintenant pas mal d'années, près de 10 ans. Et donc, c'est avec Anne Pléniot, qui est une auteur, philosophe, spécialiste des questions des genres. Et donc, parce que la question des genres dans les lieux est en fait toujours aussi assez centrale. Et par exemple, dans un atelier, en fait, la chose la plus simple, c'est la hauteur des outillages. Quand vous avez des outillages qui sont beaucoup trop hauts, tout de suite, c'est discriminant. Donc, en fait, il y a plein de petites choses en fait, à prendre en compte, voilà, qui permettent en fait, de favoriser l'accessibilité et la mixité aussi des publics. Mais l'enjeu ici, pourquoi je vous mets en fait, ces questions des tiers-lieux et de la guerre des usages, parce qu'en fait, dans cet ouvrage, on fait une petite histoire aussi de l'écologie urbaine. L'écologie urbaine qui débute au début du XXe siècle et en fait qui fait l'étude de la ville et de son écosystème, de ses interactions. Et qui essaie de comprendre en fait dans les interactions comment se créent des lieux spontanés et en fait qu'on ne reconnaît pas comme ça institutionnellement, mais qui en fait qui existent et qui existent socialement. Et donc ça, on a dès le début du XXe siècle des sociologues, des personnes qui vont essayer de comprendre la géographie, mais aussi la vie d'une ville. La vie d'une ville qui, en fait, au microscope, en fait, n'est plus du tout la même que si on la regardait de manière générale. Et donc, on observe que la ville, qui est un nouveau modèle, un modèle assez neuf au début du XXe siècle, transforme nos sens. En fait, on observe dans l'écologie urbaine que, en fait, les sens sont de plus en plus atrophiés. Voilà, c'est que on a moins d'attention vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui, en fait, peuvent être contraints par l'espace urbain et qu'on va retrouver, qu'on va essayer de redévelopper dans des espaces qui sont les tiers-lieux. On va essayer de retrouver le sens collectif, le sens commun. Voilà, des choses qu'on a perdues dans l'espace public, par exemple. Et donc, ces choses-là, c'est pour relier aussi aux espaces d'apprentissage, on va avoir pas mal de formes d'apprentissage informel aussi dans des lieux, dont par exemple des garages. Vous voyez là, il y a un garage en première page.
Ce garage, c'est le garage de Steve Jobs. Donc, on met Steve Jobs aussi pour une part critique, parce que en fait, le garage de Steve Jobs, ce qu'il faut savoir, c'est que il est au patrimoine américain, voilà. Donc, comme quoi, voilà, avoir un garage, ça peut en fait, à un moment, avoir créé la notoriété, mais tout simplement parce que celui qui a créé le mot tiers-lieu va transformer son garage comme un lieu de sociabilité dans un îlot pavillonnaire où il n'y avait plus de sociabilité en tant que tel. Donc en fait, il fait bifurquer, forquer, comme on en parlait tout à l'heure, comme on parlait de Nicolas Dietry tout à l'heure, en fait, on fait bifurquer des usages. Et en faisant bifurquer des usages, un garage, je peux le transférer comme une école. En fait, j'amène aussi une autre compréhension de mon environnement et je peux aussi apprendre autrement. Donc, en fait, il faut jamais en fait mettre une monofonction comme justement ça a pu être, comme on a pu en parler préalablement dans les exposés qui étaient préalables. En fait, ou que je rejoins totalement, c'est que la monofonction nous fige. En fait, tous les espaces en fait sont toujours en obsolescence permanente entre guillemets. On a beaucoup d'infrastructures de mobilité qui sont obsolescentes aujourd'hui. Vous voyez, il y a des anciennes gares qui sont devenues des lieux, des bars, des anciennes écoles comme on a pu loger hier soir qui sont maintenant des bars. En fait, les choses peuvent migrer, peuvent changer, et donc il faut toujours penser aussi cette réversibilité de l'espace, et potentiellement, cela peut devenir aussi un espace intérieur d'apprentissage. Ça va, je suis le temps? Ok. Alors, donc ça c'était une petite bifurcation, mais qui va m'amener après aux deux autres projets, plutôt liés à l'espace public. Aussi, alors à un moment, on s'est beaucoup intéressé aux enjeux de la fête, parce que en fait, la fête, ce sont des intériorités. Vous avez sûrement pratiqué les boîtes de nuit, les festivals, ce sont toujours des intériorités avec des scénographies, des environnements qui façonnent des imaginaires et qui nous amènent à penser autrement. Et la fête, ça a toujours été aussi un instrument politique. Et d'ailleurs, on a plusieurs personnes qui l'ont évoqué. Dès la Révolution française, en fait, la fête a été un moyen de pouvoir transformer les systèmes de fête qui étaient dominants, les fêtes religieuses, avec un système de fête national qui permettait de créer des rituels collectifs. Mais la fête, justement, c'est aussi une forme d'éducation. En fait, comme certains l'évoquent, voilà, ça permet en fait de créer un rituel collectif et une image et un imaginaire collectif. Donc, on crée des environnements festifs, des scénographies, des contextes qui peuvent nous permettre en fait d'apprendre autrement aussi par les relations que je vais tisser à l'intérieur, mais aussi par l'environnement que je vais créer. Donc là, on est sur des formes d'apprentissage qui sont beaucoup plus induites, subtiles, mais pas directes comme on pourrait l'avoir avec des formes d'enseignement avec un enseignant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui déjà sont pensées depuis très très longtemps. Donc dans ce sens-là, en fait, j'ai pu coproduire un festival en Algérie avec Wassil Abdoun, donc, qui est algérien, qui s'appelle Phonetics. L'enjeu justement ici, c'était d'explorer les moyens par le langage, Phonetics justement par le langage, de pouvoir justement apprendre autrement par des formes interculturelles. Donc, c'est un festival qui a eu lieu dans plusieurs lieux à Alger. Voilà, c'était en 2018, aux Ateliers Sauvages principalement, qui est un centre d'art qui est dirigé par Wassila Temzali. On avait l'Institut français, on avait une maison aussi, et on avait l'atelier NAS, qui est au cœur de la Casbah d'Alger. L'enjeu ici, c'était quoi? C'est de travailler autour du son, principalement comme langage, et le son comme moyen de production d'un langage interculturel et de compréhension autre de son environnement. Comment je peux gagner l'attention à mon environnement urbain, à ce qui est autour de moi. Et donc, de là, en fait, on a produit en fait, un festival qui est une résidence pendant du coup 3 semaines où on invite des artistes internationaux à collaborer avec des artistes algériens pour créer en fait une œuvre collective qui est une œuvre sonore en général. Bon, ça, on l'a fait qu'une seule session en 2018. Un langage aussi, donc là c'est Walid Bouchouchi, qui est un graphiste algérien, qui a fait en fait un alphabet complet entre justement l'arabe, l'amazigh et le français. L'objectif, c'est comment je peux en fait créer d'autres types de langages en fait, qui vont être transversaux, interculturels et qui vont permettre de pouvoir parler autrement à chacun. Donc ça, c'est une des choses qui ont été exposées. Autre élément, dans les formes d'apprentissage collectif, la musique a été un moyen aussi de pouvoir relier des personnes voilà, qui en fait n'avaient pas la même langue et pas nécessairement la même culture. Et donc l'enjeu ici, c'est que des artistes se sont associés voilà, et ont pu créer à chaque fois un projet collectif qui a été représenté après en concert dans plusieurs lieux à Alger. Voilà. L'objectif, c'était à chaque fois de pouvoir montrer aussi comment les formes interculturelles peuvent avoir aussi un pouvoir et une force aussi en termes de création. Donc là, on a Enes Dos, on a plusieurs autres personnes, donc on a pas mal d'artistes, de cultures différentes aussi. On a des rappeurs, on a des personnes de la musique électronique, des personnes de la musique traditionnelle berbère. Voilà, on avait plein de types de musique différentes.
Et puis aussi, on avait des artistes. On a eu Rudy Dessolières aussi qui travaille sur les sons, justement. Et on a eu pas mal d'artistes qui ont fait des récoltes de sons, de l'espace urbain, des interviews, pour essayer justement de pouvoir comprendre son environnement. Et à chaque fois, c'est en bilangage entre quelqu'un qui habite sur site et quelqu'un qui vient aussi de l'extérieur, et pouvoir exprimer ces choses-là, le rendre lisible autrement, et pouvoir justement donner une autre lecture de la ville, qui est la ville d'Alger. On a Xavier Boissary et NS DOS qui en fait ont fait plusieurs éléments d'intervention dans l'espace public. Par exemple, le GPS Feedback, où en fait là c'est avec un téléphone portable. En fait, ils font le parcours avec des Algériens ou Algériennes d'Alger, leur parcours quotidien, et avec eux et avec elles, et en fait ils créent une composition sonore, et après qui est rejouée en fait en parcourant la carte par une projection collective. Donc en fait, on permet de comprendre aussi la ville autrement, les interactions, mais à travers d'autres médiums. Et on a Pop-Up Club aussi qui avait été développé pendant le festival, où c'est un club en réalité augmentée, donc vous mettez vos oreillettes et vous avez un son, voilà, dans lequel vous pouvez interagir, et l'objectif c'est de transformer le rapport au corps dans l'espace public. Donc vous avez des gens avec un écouteur qui commencent à danser un peu comme ça, et parce qu'ils peuvent interagir et augmenter le son. Et en fait, du coup, on se détache totalement de la représentation des autres dans l'espace public, et on change aussi son rapport au corps par rapport aux autres dans cet espace-là. Donc pareil, c'est des apprentissages divers, c'est sa relation au corps par rapport à l'espace public, mais on a en fait des médiums, des moyens qui permettent en fait de faire bifurquer et de changer notre compréhension de notre corps ou de notre environnement. J'ai peut-être été vite, parce que là c'est l'avant-dernier projet. Et donc dernier projet, avant-dernier projet. Autre élément, donc en fait après ce festival, qui a eu une grosse répercussion assez importante aussi à Alger, qui a beaucoup mieux marché que ce qu'on pensait. On nous a invités après à penser un projet dans l'espace public, toujours pareil en collaboration aussi avec des acteurs algériens ou algériennes. On s'est associé là aussi avec Walid Bouchouchi et avec les ateliers d'Alger. Et l'enjeu, c'était de penser d'autres pratiques dans l'espace public. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stades de foot algériens sont les lieux les plus politisés. C'est là où sont nés les mouvements du Irak, voilà, parce que c'est là où sont nés aussi les chants révolutionnaires algériens qu'on a pu voir en 2019. Et donc, le foot est un moyen, un média de politisation très très important. Seulement, la part des femmes reste quand même assez minoritaire. Et l'enjeu justement du projet, les nouveaux stades, c'est de pouvoir retravailler des sports collectifs et en mixité dans l'espace public, justement en transformant par le jeu son rapport au corps dans l'espace public. Toujours important, le jeu c'est un vrai médium aussi dans les logiques d'apprentissage. Le jeu, ça permet la mimésie, donc l'imitation de l'autre, et en fait dans les processus d'apprentissage, j'ai toujours des processus d'imitation. Et donc c'est ce qui me permet d'avancer, d'évoluer, d'avoir aussi des feedbacks. Donc ça marche pas, donc j'avance encore autrement. Et donc là, l'objectif, c'est de travailler sur le jeu, voilà, et en particulier sur le foot et le foot freestyle. Donc le foot freestyle, vous voyez, c'est les jeux de balles freestyle, donc plus chorégraphiés dans l'espace public, en mixité. Donc pour faire ça, sachant que tout le monde ne sait pas faire du freestyle football, ça on le sait, moi le premier, je ne sais pas du tout faire de freestyle. J'ai tapé dans une balle, mais je ne suis pas vraiment le pro du foot freestyle. Donc ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a remarqué, parce qu'on travaille avec Orb, on coproduit ce projet avec Orb, qui est un collectif qui travaille beaucoup sur le corps dans l'espace public, avec des dispositifs augmentés, donc augmentés de son. Et là, on a mis un petit capteur dans une balle que l'on fabrique à chaque fois localement. Et ce capteur permet d'augmenter par le son, en fait, la balle. L'intérêt de l'augmentation du son, c'est qu'en fait, quand je suis amateur ou novice, je peux jouer en fait en participant au son collectif et non pas en faisant juste une représentation de figure. C'est là où en fait je commence à discriminer. Les deux manières de discriminer, c'est la compétition, donc l'objectif c'est que ce soit un jeu non compétitif, et après c'est le niveau de chacun. Donc là l'enjeu justement c'est que niveler ce niveau-là par d'autres méthodologies. C'est-à-dire que je peux amener des figures, je peux le jouer avec la main, mais en fait ça fait du son et donc je peux participer à la chorégraphie et au jeu en fait de freestyle. Donc en fait on amène on va dire cette brique qui va permettre en fait de pouvoir créer après des jeux qu'on va co-créer avec les habitants et les habitantes du quartier, du coup grâce à cette balle-là. L'autre objectif, c'est dans les formes d'apprentissage, c'est de pouvoir relocaliser les équipements en fait sportifs dans leur territoire.
Donc je vous ai dit que là, ce projet il va être réalisé en Algérie et à Alger, mais on l'a réalisé aussi sur plusieurs territoires français, voilà, en Val d'Oise, aussi Auvergne-Rhône-Alpes et d'autres. Voilà, et à chaque fois, l'objectif, c'est de travailler sur le territoire, de trouver un gisement de matière, et à travers ce gisement, de pouvoir créer l'ensemble des équipements dédiés à ce sport-là et à ces jeux-là. Et donc, le gisement le plus simple qu'on a pu trouver aujourd'hui, c'est le jean. Donc, le jean, donc en fait, on fait des ballons de foot en jean. Voilà. On fait, vous allez voir des drapeaux en jean. On fait pas mal de choses en jean. Et ça permet de créer en fait à chaque fois une équipe sur site, sur un territoire, qui permet après de s'approprier le jeu que l'on a créé. Donc à chaque fois, donc il a fallu tout l'enjeu aussi quand on vient sur un territoire et qu'on y vient aussi de manière courte, parce que je suis pas là dans l'utopie de vous dire on fait participer, c'est génial, et puis en fait tout le monde après reproduit les choses. En fait sur des temps courts, on sait que la participation ça reste un élément qui peut être assez anecdotique parfois, hein. Donc l'objectif c'est de faire perdurer les choses. Donc en fait on a fait des modes d'emploi pour chacun des équipements et qu'on met en libre de droit pour que ça puisse être reproduit facilement si les personnes en fait le souhaitent. Donc, et à chaque fois, du coup, on a créé des prototypes préalablement pour pré-tester les choses. Et après, on a pu faire participer et aussi amener chaque personne à travailler sur ces équipements-là. Après, on crée une scénographie. Voilà. Donc là, par exemple, c'était, je ne sais plus, 70 mètres de rideau qui était ici, qui allait être jeté d'un hôtel. Et donc là, en fait, on identifie dans l'espace public un lieu que l'on peut occuper. Et ce lieu-là, on va le transformer. Par exemple, ici, c'était dans un CCAS, une espèce de place qui était inoccupée, voilà, qu'il a fallu désherber. On a enlevé toutes les petites herbes pour pouvoir lui redonner aussi de la valeur auprès des personnes qui étaient là sur site et transformer justement son rapport à ses usages. Et donc, en fait, faire un jeu pendant toute une semaine qui était le jeu des nouveaux stades. Et en parallèle, on crée les équipements avec les personnes et on crée les jeux aussi pendant toute la semaine avec ces personnes-là. Et à la fin, ça donne plein de choses. Ça donne à la fois des équipes en fait, qui s'identifient à travers des signes aussi que l'on a aussi prédéfinis avec eux. Aussi, ça donne plein d'équipements, des chasubles, pas mal d'éléments. Jamais de couleur d'équipe, parce qu'on est dans une forme non compétitive, comme on le disait. Voilà. L'objectif, c'est justement de pouvoir les faire jouer, mais sur une forme chorégraphique. À chaque fois qu'on intervient sur un territoire, il y a un ou une chorégraphe qui travaille avec nous pour pouvoir justement travailler les gestuels et justement les interactions entre le public et pouvoir créer aussi des règles du jeu spécifiques. Et je vais conclure sur celui-là, espace public. Ça, j'ai rajouté ça tout à l'heure. Bon, il y en aurait d'autres aussi à montrer, mais ça, c'est un projet qui a Bobigny avec mes étudiants. J'enseigne du coup la scénographie dans l'espace public à l'école d'architecture de Belleville. Donc, en fait, c'est un master professionnel où en fait, ce sont souvent des jeunes architectes ou des architectes confirmés qui veulent se reconvertir dans la scénographie. Donc, scénographie avec un S, donc muséographie, donc scénographie de musée, scénographie dans l'espace public et scénographie de théâtre. Et à chaque fois, on essaie de faire incarner un projet dans la réalité. Et là, c'était à Bobigny, donc en banlieue parisienne. Et l'enjeu, ça a été sur un jour de pouvoir créer un jeu, voilà, qui permette de comprendre autrement son environnement urbain. Et en fait, ce qu'ont fait les étudiants, ils ont reproduit à des échelles beaucoup plus réduites des immeubles qui étaient liés au contexte autour de la place où on allait jouer, voilà. Et ils ont fait un 1, 2, 3 soleil. Et en clair, ce 1, 2, 3 soleil, les buildings se déplaçaient grâce aux hommes grues que vous voyez ici. Voilà. Donc en fait, vous aviez plein d'enfants voilà, qui étaient là et qui en fait devaient courir, mais devaient en fait à chaque fois se mettre derrière un truc qui bougeait. Et essayer de comprendre à chaque fois aussi quel était le bâtiment qui était représenté. Et l'objectif, c'était d'aller jusqu'au bout, au soleil en tant que tel. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ça a eu un vrai succès. Même la mairie a gardé après le jeu, ce qui n'était pas l'objectif à la base. Tout était fait en carton, sauf les structures. Et en fait, ça a permis aussi aux jeunes de pouvoir s'interroger aussi sur chacun des bâtiments. Lequel c'était, parce qu'en fait, on leur faisait de la médiation en même temps. On leur disait, ben, vous voyez, ce bâtiment, c'est celui-là, c'est ça, est-ce que tu sais par qui il est fabriqué, voilà. Donc à travers un jeu, en fait, je peux aussi permettre de pouvoir transmettre des informations et en fait comprendre autrement mon environnement urbain. Voilà un peu le dernier projet que je voulais évoquer. J'ai fait vite, mais je suis à votre écoute pour toute question.
Merci beaucoup, Paul Émilie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des approfondissements? On est plus qu'à l'heure, en fait, puisque, on est parfaitement à l'heure. Bon, c'est parfait. Comment ça t'est venu? Moi, j'ai une question, c'est comment cette, volonté de travailler un design de l'apprentissage, je ne sais pas si je le résumerai, si ça peut se résumer comme ça. Comment est-ce t'es venu ce goût-là? Comment est-ce que ça a commencé? J'imagine que c'était dès les études? Oui, effectivement, c'est qu'en fait, en 2011, on a créé un groupe de réflexion recherche qui s'appelait DANTE, c'est Design, Architecture et Nouvelles Technologies. Mais la technologie, on l'abordait pas du tout sur la technique pure, sur plutôt les sciences de la technique et la philosophie de la technique. Donc, si vous connaissez Bernard Stiegler, tous les philosophes qui vont étudier notre milieu technique et l'influence que les techniques ont sur nos manières d'habiter. Et toutes ces personnes-là, en fait, vont avoir plusieurs conclusions, dont l'école, qui est en fait le lieu où je peux construire et solidifier ma compréhension des manières d'habiter le monde, et aussi par exemple de mes outils numériques, mais aussi des enjeux écologiques, et donc ma compréhension en fait du monde dans lequel j'habite. Et en fait, là où en fait on a une influence très forte en architecture intérieure, ben, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est l'espace intérieur, c'est que les manières d'apprendre sont influencées aussi par le mobilier et par l'espace même d'apprentissage. Au début du 19e siècle, il y avait les écoles mutuelles qui étaient des grands hangars où en fait vous aviez les cercles de lecture à droite et à gauche, et les étudiants qui avaient le plus haut niveau enseignaient aux autres étudiants. Donc tout l'aménagement intérieur conditionnait les manières d'apprendre. À chaque fois, en fait, on conditionne les manières d'apprendre. Aujourd'hui, l'enseignement simultané, donc comme je le fais aujourd'hui ici, donc je suis là, je vous enseigne et je vous donne un savoir à tous, c'est en fait conditionné par des types de mobilier. Voilà. On avait des mobiliers à la fin du 19e siècle qui en fait conditionnaient la non-flexibilité de la salle de classe. Donc en fait, j'ai toujours un rapport très frontal face à mon enseignant, je ne peux pas avoir d'interaction directe. Donc malgré tout, on a toujours une influence énorme en fait du coup sur les manières d'apprendre. Et en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus en tant qu'architecte d'intérieur de pouvoir sur les modes de pédagogie et de réflexion sur ces questions-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie aussi d'amener en parallèle, voilà, sur les usages. Comment je peux en fait travailler autrement un environnement d'apprentissage. Voilà. Et ça veut dire que dans ton agence, par exemple, une école peut vous consulter ou bien une entreprise peut te consulter l'agence pour, imaginer, une nouvelle approche, dans leurs relations de travail, par exemple, ou dans les relations d'apprentissage? Oui, alors ça, c'est ce qu'on fait. On fait pas mal. C'est qu'on travaille beaucoup sur les enjeux. En fait, on fait beaucoup d'études préalables. Donc, par exemple, on a fait une étude sur l'influence des ambiances intérieures, donc le son, la lumière, sur nos manières de créer. Une étude scientifique, donc vraiment comparée avec l'IAE de Paris, où on a étudié justement le CNES, le CEA et plein d'autres institutions qui font la R&D. On a interviewé plein de chercheurs. On était en immersion là-bas pendant plusieurs jours. Ça a duré 3 ans. Et à chaque fois, on essaie de comprendre en fait comment les facteurs environnementaux intérieurs en fait, nous permettait plus ou moins de stimuler notre création ou plutôt de l'atrophier. Et donc, en fait, on peut nous appeler pour ce genre de choses. Et en fait, nous, après, ça nous donne de la matière, entre guillemets, aussi pour pouvoir concevoir nos projets. Et dans les projets que tu n'as pas parlé, qu'est-ce que tu as dans tes tiroirs, dans tes cartons? Il y en a pas mal. Alors déjà, on fait de la signalétique avec du réemploi. On travaille aussi pour un laboratoire. Et là, on fait pareil une analyse d'usage. Et donc là, pas mal de choses comme ça. On fait des bureaux aussi. Il y a ces projets-là de nouveaux stades qui continuent aussi. On fait des éléments pour le mobilier national en réemploi aussi. Voilà, des choses comme ça. Et après aussi, autre chose. Donc il y a une partie recherche. Et on monte une revue en ce moment. Donc destinée aux enjeux écologiques et à l'architecture intérieure, qui est en collaboration avec une autre revue qui s'appelle Socialterre, que c'est peut-être, qui est en kiosque aussi. Et donc l'objectif justement, c'est de pouvoir créer de nouveaux référentiels dans ce milieu-là et ces disciplines-là. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de référentiel dans le design et l'architecture intérieure en écologie. C'est qu'on va chercher, j'ai des étudiants qui arrivent, qui disent « Ah, j'ai vu ça sur IDEAD, j'ai vu ça sur L Décoration ». Et en fait, ça n'a rien d'écologique. Souvent, c'est une ineptie. Donc l'objectif, c'est de faire redescendre un peu les choses et de créer des référentiels. Donc ça aussi, c'est des manières détournées de faire la pédagogie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Paul. S'il n'y a pas Ah, il y a une question. Magnifique. François, c'est, je crois, le hangar 0 qui a une question. Merci, là, ça sera pas pour le hangar Ah, c'est 0. pas pour le hangar 0, pardon, excusez-moi. J'ai juste une casquette bénévole, donc je suis pas non plus. Non, ça n'a rien à voir. Je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé avec Canopé. Du coup, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une branche de l'éducation nationale. Enfin, c'est c'est des médiathèques, etc., qui mettent à disposition des ressources. Et je sais qu'ils s'accompagnent assez régulièrement de designers sur
justement comment créer des classes flexibles. Il y avait notamment eu un livre, justement l'innovation dans l'école par le design, quelque chose comme ça avec la cité du design. Voilà, je me demandais si vous faisiez des projets avec. Alors, on ne fait pas de projet avec eux directement, mais effectivement, c'est Sophie Penn qui avait coordonné cet ouvrage-là, qui est très intéressant. Il y a pas mal de littérature sur les questions d'apprentissage et d'environnement scolaire. Là, maintenant, il y a des budgets du ministère de l'Éducation, mais c'est maintenant qui est du sport, et je sais plus, et donc qui sont dédiés maintenant à la rénovation du bâti scolaire. Maintenant, les rénovations, c'est plutôt des rénovations énergétiques. Il y a des réflexions, effectivement, de plus en plus. Il y a surtout les canopées, je crois que c'est aussi des entités régionales. Il y a une entité nationale et après régionale. Nous, on a échangé avec l'entité de Lille qui a fait pas mal de choses, de mobilier et de réflexion en tant que tel. Et on travaille beaucoup aussi, enfin, des réflexions avec la fabrique des communs pédagogiques. Voilà. Mais après, voilà, c'est des branches à côté annexes de nos projets. Et école privée ou publique. Oui, c'est les. C'est une autre question. Bonjour, oui, toujours sur le sujet des relations entre l'environnement et l'apprentissage. Il y a un pays où l'école dehors est très très avancée, c'est le Danemark. Petit à petit, on voit poindre un peu de l'intérêt en France. Est-ce que vous avez pu pratiquer le fait de sortir des classes dans le paysage, où on en est un petit peu en France à ce niveau-là? Alors, je ne peux pas vous dire précisément où on en est, parce que je ne suis pas le spécialiste. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a maintenant 1 an, c'est la première année où il y a eu justement les rencontres francophones de l'école dehors à Poitiers, qui était un des plus gros événements européens sur ces questions-là, que je sais que le ministère de l'Éducation nationale commence à porter vraiment un vrai intérêt sur ces questions-là, mais que depuis le Covid. Voilà. C'est là où j'ai commencé aussi à travailler plus précisément avec la fabrique des communs pédagogiques sur ces questions-là. Donc là, il y a des choses qui commencent à bouger. Après, je sais que Faire École dehors, qui est l'association qui œuvre un peu sur ces questions-là maintenant, est de plus en plus écoutée et disséminée. Je vous invite aussi à regarder ce qu'ils font, et que là, le dernier rapport qui a été proposé là par les 2 députés, où il y a 109 mesures sur l'adaptation de l'école au changement climatique, je crois que l'école dehors aussi en fait largement partie. Après, il y a beaucoup de rénovations de cours. Vous pouvez voir beaucoup d'appels d'offres de rénovation de cours, mais après, la cour, c'est pas encore l'extérieur. Et l'extérieur, les premières contraintes, c'est les contraintes juridiques. C'est qu'en fait, on prend des risques quand on va à l'extérieur. S'il y a un gamin qui se blesse et tout, en fait, après, malheureusement, ça va à l'enseignant. En fait, les responsabilités vont à l'enseignant. Donc, c'est là où sont les premières contraintes. Moi, en tant qu'enseignant, je suis enseignant dans le supérieur, donc c'est plus simple. Donc, on les amène beaucoup dehors, et on sait que même l'étude et les amener en extérieur dans le milieu urbain, ou même regarder leur environnement, est vraiment un élément qui permet de regagner de l'attention et de pouvoir comprendre autrement les choses. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, le Black Mountain College fait partie sûrement des environnements un peu précurseurs aussi, qui va amener ses étudiants à l'extérieur pour pouvoir comprendre les couleurs. Les couleurs changent avec le ciel, les couleurs changent avec la journée, parce qu'en fait, suivant l'orientation du soleil, on va voir des obscurités sur un vert qui va devenir plus foncé. Donc tout ça nous permet de mieux comprendre notre environnement et les interactions qu'on peut avoir avec cet environnement-là. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Merci. Alors, avec 5 minutes d'avance, je vais devoir conclure cette journée. On met un point d'honneur à être à l'heure, parce qu'on essaie de tenir ses horaires, comme vous l'avez remarqué. Ça n'a pas forcément été beaucoup le cas, mais il y a quand même des va-et-vient. Et c'est le principe de ces métamorphoses, c'est aussi de faire des formats relativement courts pour que les auditeurs extérieurs puissent venir écouter une personne ou une autre, et pas forcément toute la journée. Mais je constate qu'il y a beaucoup de visages que je vois depuis ce matin, et j'en suis extrêmement heureux et fier, parce que ça prouve, j'espère, l'intérêt de cette journée, qui, si je dois la résumer, vous l'avez compris, c'est... alors, la promesse, c'est marqué en gros laboratoire des formes urbaines, l'art dans la ville de demain. Et finalement, peut-être que ça a pu créer une certaine frustration, mais il n'est pas tant question exactement des artistes, mais plutôt de la manière dont cette approche artistique de la vie, cette approche artistique de l'environnement, eh bien, on le voit, influe en réalité tout un tas d'acteurs, comme tous ces acteurs de cet après-midi, de ce matin, et nous montre comment, finalement, du point de vue de l'art, on regarde toute la société, toute son organisation. Et donc, pourquoi est-ce que j'organise ces rendez-vous métamorphoses? D'abord parce que personnellement, je vous l'avais dit tout à l'heure, égoïstement, j'apprends beaucoup de choses, et que je trouve que c'est toujours une bonne raison de faire les choses.
Et deuxièmement, parce que c'est nécessaire de le partager, et ça, on l'a bien compris avec Nicolas Détry, avec Paul Émilieux. Voilà, on sait très bien que le partage est une des clés du changement du monde de demain et de la société qui nous succédera. Partager nos connaissances, nos doutes, nos formes. Et parce que ça me permet aussi de, je l'espère, d'ensemencer un peu nos imaginaires à nous, de manière à ce que quand on verra cet été les œuvres d'un été au Havre et les propositions des artistes, on ait des boîtes à outils et des manières de comprendre comment les artistes travaillent, puisque en fait ce qu'on a fait là aujourd'hui, je dirais, c'est la semaine d'un artiste. C'est-à-dire que le lundi, on prend un café avec un copain qui est urbaniste, le mardi, on s'intéresse à des questions pédagogiques, etc. C'est ça, la vie d'un artiste, et c'est pas forcément d'être reclus dans son atelier à essayer de copier ou d'imiter ou de peindre quelque chose, mais c'est vraiment d'être un intermédiaire entre plein de domaines de savoir. Et d'ailleurs, les œuvres d'art d'aujourd'hui, celles qu'on installe ici au Havre et partout, elles font souvent appel à différents métiers. Je racontais ça ce midi, un peu en anecdote, mais on a un travail qui est parfois difficile, qui est compliqué. Il faut soulever beaucoup d'interdits, beaucoup d'interdictions, beaucoup je dirais, d'huile de coude parfois pour arriver à mener à bien des projets. Mais ce qui est formidable, c'est que aucune saison ne ressemble à une autre. Et moi, en tant que directeur artistique, je suis amené constamment à croiser des métiers, des savoirs, des gens qui ont des connaissances, qui ont une passion parfois sur des choses très précises. On parlait de la terre, des murs en terre qu'on peut aller voir en Hangar 0, par exemple. Effectivement, moi, je les ai vus l'année dernière et ça m'avait assez passionné, tous ces nuanciers. Et je ne m'étais pas encore, depuis ce jour-là, enfin, jusqu'à ce jour, je ne m'étais pas posé la question de comment est-ce qu'on étudiait finalement la tenue ou pas d'un mur en terre. Et eh bien, la vie de ces artistes et de ces artistes qui n'ont pas forcément justement une fonction assignée dans la société, si ce n'est celle de la faire tenir. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que Dominique Jacob, quand elle nous parle des bâtiments qu'elle construit pour Lyon, elle se retrouve dans son métier à se connecter avec des artisans, avec tout un tas de domaines qui font que ça tient en fait. Et l'artiste, c'est, d'après moi, l'endroit où on peut faire tenir le monde, c'est-à-dire qu'on lui renvoie une cohérence. C'est-à-dire que sinon, le gars qui fait de la terre parle pas forcément avec celui qui fait un échafaudage, avec celui qui fait du paysage. Et en fait, l'artiste, c'est celui qui permet de manière assez naturelle et très humaine de connecter ses savoirs. Et ce qu'on essaie de faire dans l'art contemporain, c'est de montrer des œuvres qui, les unes après les autres, dans des paysages, dans des villes, transforment aussi cette vision et qu'on comprenne ce qui unit et ce qui fait qu'on fait société et pas qu'on est chacun dans sa ligne de nage en train d'agir sans forcément regarder ce que fait l'autre. Donc, pour moi, finalement, le modèle de l'artiste, sans parler et sans aller trop loin et sans aller vers un humanisme un peu comme ça naïf, mais c'est quand même un peu une nouvelle approche de ce que pourrait être un humanisme contemporain, c'est-à-dire regarder et s'ouvrir, comme vous l'avez dit bien mieux que moi, tous nos intervenants de cet après-midi et de ce matin, comment est-ce qu'on s'intéresse aux autres et comment est-ce qu'on est passionné par la passion de l'autre sans en devenir un spécialiste, mais comment elle peut nous attraper et nous dire qu'elle peut nous servir à quelque chose dans notre propre vie. Donc, c'est le temps des remerciements. Je remercie infiniment nos intervenants qui sont venus de Berlin, de Marseille, du Havre, pour les plus proches. On a essayé de faire écologique aussi dans notre gisement, comme tu dirais, hein, dans notre gisement d'intervenants. J'en ai aussi puisé en local. Et merci à vous parce que vos questions, la manière et votre présence et la densité. Alors, vous savez, d'ici, on voit beaucoup de lumière, mais on sent vraiment vos regards et votre attention. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir parce que, je le redis, quand j'ai lancé ce projet il y a 2 ans, je n'étais pas certain que ça puisse susciter un intérêt. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, l'art, la ville, etc. Et pourtant, ça fait 2 ans que vous nous témoignez une grande présence. Donc, merci à vous, merci pour cette attention. Merci à ceux qui nous auront et qui nous regarderont plus tard sur YouTube. Et merci à toutes les équipes de la ville, d'un été au Havre, du GIP Un été au Havre, parce qu'il y a quand même un petit peu d'organisation et de préparation derrière tout ça. Et on essaie de le faire le plus simplement du monde avec, comme nos intervenants nous l'ont enseigné, avec une certaine générosité, une certaine simplicité et une certaine horizontalité. Donc merci surtout à vous. Merci beaucoup.